Podtaf. 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 Bienvenue dans Podtaf, Le podcast qui te fait découvrir. des métiers. Waouh! Moi, c'est Laura. Et moi, c'est Sarah. On a passé la trentaine, on a testé pas mal de métiers. Sans jamais trouver le bon. Aujourd'hui, on sait toujours pas ce qu'on veut faire. Alors, on est parti explorer les métiers. Pour comprendre ce qu'ils sont vraiment. Et on vous emmène avec nous. C'est parti, Sarah? C'est parti, Laura. T'es prête? Oui. Et justement, on accueille notre nouvelle invitée du jour. Bonjour, Sandy et Ribert. Bienvenue sur Podtaf. Bonjour à toutes les deux. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton métier? Ouh là là, vous avez que 3 heures. Alors, mon métier à la base, je suis journaliste sportive. Et puis, au fur et à mesure, mon métier a un petit peu évolué au fur et à mesure de mes rencontres et des opportunités professionnelles. Donc, aujourd'hui, je suis journaliste sportive, speaker, et on en parlera tout à l'heure, mais aussi maîtresse de cérémonie sur des événements. Tu travailles sur quoi pour qu'on ait un peu une illustration d'une semaine typique pour toi où tu travailles sur plusieurs projets à la fois? Oh là! Alors, c'est toujours des semaines très atypiques, hein. Je fais vraiment différentes choses. Alors là, par exemple, dans 2 jours, je suis, pour le coup, maîtresse de cérémonie. On me connaît quand même pas mal pour la remise du Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or avec Didier Drogba. J'ai fait 6 éditions, donc 6 années de suite. C'était 400 millions de personnes dans le monde. Et donc, c'était une remise de prix. Et donc, aujourd'hui, on m'appelle très souvent pour faire des remises de prix en entreprise. Ou pour des institutions. Et donc, du coup, on se dit que voilà, si je peux faire devant 400 millions de personnes, je peux faire devant 3-4 000 personnes de la boîte. Donc là, je travaille pour la Matmut et on le remet. Alors, je le remets pas avec Didier Drogba, je remets pas les awards avec lui, mais je remets avec Djibril Cissé. Donc voilà, on me met en co-animation avec des footballeurs ou même souvent toute seule. Donc ça, c'est jeudi. Et puis après, je décolle samedi pour Monaco pour faire, alors là, encore une fois, une remise de prix. Ça doit être un peu dans mon ADN. Je remets les étoiles Michelin au nouveau restaurant à Monaco. Je remets les étoiles à nos nouveaux gastronomes français. Et puis ensuite, alors là, je vais vous donner une petite exclue. La semaine prochaine, je pars pour Madrid. Je décolle jeudi pour aller enregistrer un épisode de The Bridge que je co-anime avec Aurélien Chouamini, international français, qui joue donc au Real Madrid. Et on a notre émission sur YouTube où on invite en fait des personnalités à parler de leur vie. On essaye de les amener un peu sur la vie privée. Donc on reçoit des sportifs, des artistes, des entrepreneurs. Et donc là, on a un beau casting pour l'émission de la semaine prochaine. Donc voilà, je fais pas mal de choses un peu différentes. Très éclectique. Ouais, mais j'adore ça, j'avais besoin. Je savais que je ferais jamais un métier 9h, 18h, lundi, vendredi. Je l'ai fait peut-être une année quand j'étais chez Eurosport et j'ai cru crever, quoi. Donc c'était pas fait pour moi. Ça te correspondait pas? Non, pas du tout. Du coup, t'as pas de bureau? J'ai pas de bureau. Mon bureau, c'est le monde. C'est magnifique, non? C'est trop beau. Comment tu vois, tu parles de maîtresse de cérémonie, ça se prépare. Tu vois, t'as une Oui, partie, tout ce qu'on ne voit pas. C'est quoi en fait l'iceberg? On a la partie du haut, tout ce qui est visible, mais il y a un taf énorme derrière. Énormément. Tu vois, par exemple, Matmut, si tu veux, ils vont avoir envie que je connaisse bien la boîte, que je connaisse les valeurs de la boîte, que je sache de quoi on parle. Les awards que je vais donner, c'était un challenge qu'ils avaient inter-entreprise, si tu veux. Et donc, on me nourrit, en fait, et je le réclame, pour pas arriver, tu vois, comme une carpe sur scène. Donc, je me nourris de ce qu'ils peuvent m'envoyer, donc des dossiers de presse, tout ce qu'ils ont sur leur entreprise. Je voulais avoir tous les challenges, je voulais avoir, tu vois, les tenants et les aboutissants de ce challenge qui avait duré toute l'année, ce qu'ils allaient gagner derrière. Et donc, j'ai besoin de vraiment avoir l'impression de faire partie de la boîte pour avoir cette légitimité sur scène. Et en fait, le plus beau compliment qu'on puisse me donner, donc vous, ce que vous voyez, l'iceberg, c'est juste... je suis sur scène, je donne des trophées, je parle dans un micro avec souvent des jolies robes. Mais derrière ça, c'est énormément de préparation, de travail. On fait des conférences de rédaction, j'écris, on a plusieurs allers-retours, plusieurs ping-pong. Il y a un conducteur qui est établi par une nana, je dis une nana parce que c'est souvent une topeuse en régie qui donne les tops. On a des vidéos, on a des lancements, on a les lumières. Moi, on me dit, voilà, il y a 90 minutes de prise d'antenne ou prise de parole, tu vois, sur la scène, parce qu'après, ils ont une soirée derrière, un DJ, des trucs. Enfin, voilà. Moi, je suis maître du temps, maître de l'atmosphère, maître du propos, maître du ton. Et le plus beau compliment qu'on puisse me faire quand je sors de scène, c'est mais j'avais l'impression que vous faisiez partie de la boîte.
Et donc ça, c'est les collaborateurs qui viennent me voir et là, je me dis, j'ai tout gagné. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont cru à mon histoire, à mon propos et j'ai vraiment réussi à m'immiscer dans leur tête et dans la boîte. Et donc ça, pour moi, c'est le plus beau compliment. Mais encore une fois, c'est beaucoup de travail. Tout à l'heure, tu disais, on me met sur un projet ou un autre projet. En fait, ça fonctionne comment pour que tu sois placé sur un projet ? Alors, c'est toujours des appels entrants. Alors, soit c'est des appels entrants par les agences dans lesquelles je suis référencée. Donc, c'est des agences de placement. On appelle ça des agences de placement de personnalité. Après, tu as des agences événementielles qui donc sont contactées par la Matmut pour faire cet événement. Tiens, on aimerait bien que vous nous proposiez des profils. Et donc, du coup, soit ils passent eux par l'agence de placement, soit ils m'ont déjà en tête parce que ça fait vraiment 15 ans que je fais ce métier, donc ils pensent à moi. Ou alors, c'est par exemple la Matmut en direct qui voulait Sandy Ribert à tout prix et Djibril Cissé en dehors de l'agence événementielle qui s'occupe de tout le reste et la logistique. Et ils me contactent en direct. Il y a 3 canaux de prise de contact, je dirais. Et souvent, le réseau, c'est parce que ça fait 15 ans que je fais ça et que maintenant, j'ai un nom en place et qu'on sait que ça se passe bien quand on m'emploie, quoi. Donc, je démarche plus. J'ai de la chance, je démarche plus du tout. Et tu as dû démarcher au tout début de ta carrière ? Ouais, bien sûr. En fait, je voulais faire du journaliste depuis mes 9 ans. Quand j'avais vu la mère d'Alexandra Allaire-Joubert sur le terrain de la guerre du Golfe, et j'avais 9 ans et on regardait le 20h avec tes parents, et j'ai regardé ma mère et j'ai dit tiens, je veux faire le métier de la dame. Je veux aller raconter les histoires de ses familles, de ses enfants, etc. Donc ça m'avait vraiment marqué, vraiment touchée. Donc je voulais être reporter de guerre. Et ça ne plaisait pas forcément à mes parents, surtout avec le risque, etc. Mais ça m'a jamais quitté. Je voulais aller raconter les histoires. Donc au moment du bac, je dis à mon père, je veux faire une école de journalisme. Souvent, tu dois faire, 2 années. Alors je vous le dis si vous le savez pas, mais donc faut une fac d'histoire ou une fac de lettres. Et après, tu rentres en bac plus 2 dans les écoles de journalisme. Donc le SJ, le CELSA, les écoles de journalisme prennent un bac plus 2. Mon père m'a dit, le journalisme, ma fille, c'est bouché. Je préférerais que tu aies un bac plus 4 en ce que tu veux. Bon, plutôt commerce, marketing. Et après, la passerelle sera plus simple. Au moins, tu auras ton bagage, tu pourras toujours trouver du boulot. Ce qui, finalement, aujourd'hui, quand je travaille avec beaucoup d'entreprises, quand on a parlé du plan 2025 ou 2030, compte de résultats, bilan, ça me parle parce que donc, j'ai fait une école de commerce en bac plus 4. J'ai fait une 5e année en marketing j'ai eu un master en marketing des médias. Pour, si tu veux, je construisais déjà mon profil au fur et à mesure, tu vois, des années scolaires. Et je me suis dit, au moins, quand je vais pouvoir bifurquer et faire du journalisme, au moins, ça sera donc tous mes stages. Je les faisais dans les dans les boîtes de prod ou en télé. Donc, si tu veux, quand t'avais peut-être l'EDC, École des dirigeants et créateurs. Après, j'ai fait à l'ISC, j'ai fait mon master en marketing des médias, et tous mes stages étaient dans les boîtes de prod et les télés. Et je me suis dit, au moment où j'allais basculer, ça serait cohérent. En fait, je suis rentrée chez Eurosport en tant que responsable marketing d'un rallye voiture. Bon, moi, j'adorais la bagnole, j'aime toujours l'automobile, et c'est pour ça que je suis devenue ensuite journaliste auto. Mais donc, c'était en remplacement d'une nana qui partait en congé maternité. Je me suis dit, c'est l'opportunité. Il y a évidemment les journalistes, mais moi, donc, j'étais au marketing de ce championnat-là. Donc, j'ai fait 4 ans. J'ai fait 4 ans de tour du monde, c'était super. Mais quand je voyais la journaliste dans la pit lane, faire les interviews des pilotes, je savais au fond de moi que c'était ce que j'allais faire. Mais j'étais en train de construire mon projet. Et donc, en fait, pendant les 4 ans, j'ai accumulé des heures de droit à la formation. Donc, au bout de 4 ans de marketing, je suis allée voir la DRH, j'ai toqué à la porte et j'ai dit, ça fait 4 ans que je suis là, vous aimez bien mon travail, mais ce que je veux, c'est être journaliste. Et donc, du coup, je leur ai proposé de me sponsoriser mon master au CELSA. Donc, j'ai fait une 6e année, donc j'ai un master en journalisme. Et donc, j'ai intégré la rédaction tout en commençant à l'école. Et donc, j'ai appris à l'école et j'ai appris sur le terrain en même temps. Moi qui étais devenue directrice marketing en 4 ans, je suis repartie tout en bas avec les pigistes qui apprennent et qui font des petits reportages. Et moi, donc, j'ai appris le montage, poser ma voix, écrire, et c'était super. Et au bout de 6 mois, on m'a fait passer des essais, et donc j'ai fait mon premier live 6 mois après. Je n'étais même pas encore diplômée. Mais je savais que je voulais tellement faire ça. Ils m'ont fait passer des essais chez Eurosport en plateau. Du coup, là, on parle d'un cheminement avec des réussites, mais j'imagine il y a des échecs. Il y a peut-être des projets qui n'ont pas abouti, des moments de déception. Parce que souvent, on peut se dire « Ah, cette personne-là, elle est super successful, tout marche. » Mais bon, la réalité, c'est non. C'est souvent du travail, des portes qui se ferment.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment toi tu abordes les échecs, si tu en as eu, et une leçon de vie à partager pour ceux qui se prennent des portes en ce moment et leur dire continue parce que ta porte à toi, elle arrive plus tard. Ouais. C'était pas évident quand tu arrives du marketing. Par exemple, je reprends l'exemple dernier en date dont je parlais là à l'instant, c'était Eurosport. On m'a vu comme la blonde qui voulait faire de la télé. Et quand je suis arrivée à la rédaction, il y avait 80 journalistes, je me suis fait aucun pote. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient tous contre moi. Je me suis fait vraiment que des ennemis, quoi. Donc je suis arrivée dans un endroit où on voulait pas de moi. Je sais qu'en fait à 22h tout le monde va à la cantine et personne te propose de descendre. Moi je descendais à la cantine, je prenais mon plateau et je mangeais toute seule devant mon écran d'ordi, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est la réalité parce que c'est aussi un milieu peut-être où il y a de la jalousie. Oui, complètement. Je partageais ma vie à l'époque avec un champion du monde de kayak, un Italien. Bon, voilà, on s'était rencontrés par hasard. Donc, je me rappelle l'appeler lui et je lui disais à quel point j'étais mise à l'écart, que personne n'était mon allié, que c'était extrêmement difficile. Et j'en parle là parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à l'époque, c'est que la résilience et la visualisation, tu sais, des athlètes de haut niveau. En gros, il a pas arrêté de me dire, mais t'en as rien à foutre. Tu vas vivre avec ces gens-là ? Non. Toi, ton objectif, c'est celui-ci. T'inquiète que toi, tu vas aller bien plus loin qu'eux. Et en fait, tous les jours, il me le rappelait. Il me dit, c'est pas grave, t'es pas là pour te faire des amis. T'es là pour travailler. Montre ce que tu sais faire. T'en as rien à foutre. Tu m'as moi, t'as tes amis, t'as ta famille. Et honnêtement, je pense que s'il avait pas été dans ma vie à ce moment-là, je pense que je sombrais. Parce que je suis quelqu'un d'assez sensible. Je suis un bulldozer dans le boulot, mais j'ai besoin aussi du contact humain. J'ai été harcelée. J'ai pas eu d'amis, mais j'étais pas là pour me faire des potes. On m'a rapidement envoyé pour couvrir les Jeux Olympiques de Sochi. Donc là, alors, je te raconte pas. T'étais bien contente de partir ? J'étais heureuse, mais alors je te raconte pas parce que pendant les 2 mois de prépa où moi j'étais vraiment à fond dans ma prépa, on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Je savais pas vraiment si j'étais heureuse ou pas de partir. Enfin, c'était très compliqué. Très heureuse pour le parti professionnel, mais je m'étais encore fait moins d'amis, tu vois. Beaucoup de critiques. De toute façon, on l'envoie là-bas parce c'est une grande blonde aux yeux bleus, enfin, tu vois, avec des gros seins. Moi, les gars, je fais à peine un 85A, quoi. J'ai pas de seins, non, franchement. Heureusement, ils auraient été pires. Ça aurait été pire. On est d'accord. Sois plus moche, s'il te plaît. En fait, c'est ça. Dans ton métier, c'est affreux. C'est super dur parce que plus tu es successful, plus on te jalouse. D'ailleurs, maintenant, j'imagine la tendance est inversée. J'imagine les gens, ils sont plus que heureux de t'inviter à partager leur déjeuner. On voudrait que t'inviter sur des projets, etc. Donc, c'est peut-être tout à l'inverse. Mais j'imagine que tu n'oublies pas en toi ces années derrière. Tu te fais pas leurrer, quoi. Ouais. Non, c'est vrai, la roue a tourné. Et là où Alberto, donc c'était mon amoureux de l'époque, a raison, c'est que en revenant de Sochi, j'avais plein de projets. J'ai convaincu mes boss de me faire confiance sur des documentaires, des reportages, plein d'idées. Donc j'avais plein de trucs dans le pipe. Et puis on s'est fait racheter par Discovery, un groupe américain. Et là, on nous a dit, pendant 2 ans, on fait rien de nouveau. Donc on va rester à faire ce qu'on fait là. Et moi, ça faisait 1 an et demi. J'avais un peu fait le tour. J'avais vraiment envie de tellement d'autres choses. J'avais mon nouveau diplôme en poche. Je venais de présenter les Jeux de Sochi. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai 31 ans. C'est maintenant. Il faut que je parte maintenant. Je suis partie. J'ai fait ma bande démo, moi qui faisais du montage. Et je suis allée taper à toutes les boîtes de prod et toutes les chaînes. C'est quoi une bande démo ? Une bande démo, c'est que, en fait, j'ai pris tout ce que j'avais fait à l'antenne sur Eurosport. J'ai fait un petit montage, un petit mix de tout ce que je savais faire, en gros. Et après, c'est ma 1 minute 30. C'est un peu comme mon CV, mais en image, sur ce que je sais faire. Et donc après, j'ai balancé. Il n'y avait pas vraiment LinkedIn à l'époque, il y a 10 ans. Et donc du coup, c'était trouver les mails de TF1, France 2, M6, les chaînes info pour faire les bulletins sport. J'ai commencé par présenter les bulletins sport sur c'était iTélé à l'époque, donc CNews. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Donc me lever à 12h30 pour être là-bas à 2h. Je faisais les matinales week-end avec Bruce Toussaint. Mais c'était super. J'avais la légitimité. J'avais 2 ans d'expérience. On ne m'a pas remise en question. J'ai fait du bon boulot. Donc, en fait, toute la rédaction sport de iTélé était devenue des copains, quoi. C'est des métiers encore très compétitifs, quoi. On a tous envie de la même place et il y en a très peu, en fait, tu vois. Il y a très peu d'élus et il y a très peu de postes, tu vois. Et on veut tous le même boulot. J'ai eu la chance de raconter tellement de belles histoires dans le sport. Mais on a vraiment énormément à apprendre des sportifs. Puisque quand tu sais qu'ils se lèvent... Je prends par exemple juste la natation. Je suis très copine avec Camille Lacour et Alain Bernard. Je les ai eus en podcast. Donc j'avais un podcast sur Chéri FM qui s'appelait Haut Niveau. Et quand tu as 12-13 ans et que tu te lèves à 4h du mat, alors que tu es un ado et que tu es crevé, on sait que les ados sont crevés,
et tu te lèves à 4 heures pour être dans l'eau à 4h30, pour nager pendant 2-3 heures avant d'aller à l'école, renager à midi, renager le soir. Et en fait, et ça, c'est juste de la résilience. Enfin non, c'est juste de la rigueur et de la discipline. Mais la résilience, c'est te prendre des bâches, être une seconde derrière le premier, etc. Et en fait, tu continues à y croire. Tu te fais mal, et on te répare, et après tu retournes. Et c'est vraiment de belles histoires. Et cette sensibilité-là au sport, ça remonte à quelque chose d'autre de ton enfance. Enfin, ça doit faire résonner en toi quelque chose qui te touche. On regardait les Jeux Olympiques avec mon père, on regardait beaucoup de sport à la télé, on en faisait aussi beaucoup, et je crois juste que c'était voir ces larmes de joie ça me faisait vraiment vibrer. Il y a encore 1 heure, j'ai une amie qui m'a dit tu vas toujours au fond des choses. Et en fait ça c'est le mental d'un sportif, c'est de jamais rien lâcher. Et c'est vrai qu'effectivement quand j'ai un projet, je le mène vraiment jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce que m'ont appris en fait les sportifs, c'est que c'est de jamais rien lâcher quoi. C'est dur, t'as mal, t'as des bobos, etc. Mais en fait faut vraiment aller jusqu'au bout. Et est-ce que tu as participé à des événements et tu as regretté après ? Tu t'es dit j'aurais pas dû pour des questions de valeur ou les personnes avec qui t'étais, ça passait pas. Est-ce que est-ce que parfois tu vas être mal à l'aise à côté de quelqu'un alors que tu as une caméra face à toi et tu dois faire que tout va bien ? Est-ce que j'ai un regret ? Je pense qu'une fois j'ai eu un regret, mais j'aurais dû le sentir. C'était un festival de cinéma à la Baule et on m'a dit il n'y a pas de budget, mais comme j'étais en train de me chercher un peu, je voulais faire des trucs un peu différents du sport. Est-ce que tu es d'accord pour le faire gratuitement ? Alors que j'étais déjà quand même pas mal établie et je me suis dit oui, pourquoi pas. Et en fait, ça a été énormément de travail et finalement pas beaucoup de retombées. Et eux, ils m'avaient dit parce qu'on a envie de faire un événement comme celui-là, tu vois, 3-4 fois dans l'année. Ils m'ont jamais rappelé. Et en fait, j'ai su une fois là-bas qu'ils avaient déjà fait le coup à 3-4 autres concerts et je me suis dit que ça c'était pas cool. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, depuis ce jour-là, je l'ai fait qu'une fois, en 15 ans, de travailler gratuitement. Et en fait, si je peux vous donner une leçon, c'est que tout travail mérite salaire et que quand ils disent qu'il n'y a pas de budget, il y en a toujours, même 1000 balles, 1000, tu vois, ou 1200 balles, mais qu'au moins, le travail que je fournis, en fait, il soit juste, tu vois, pris en considération. Tu évoquais le fait que tu ne travaillais jamais gratuitement, et tu as bien raison. Mais est-ce que tu fais partie d'associations et que là, peut-être, tu travailles gratuitement ? Ah ouais. Je suis marraine de plusieurs assos, notamment Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère les cœurs des enfants africains et ils viennent pendant 3 mois se faire soigner en France dans des familles d'accueil. Et donc, je suis marraine de cette association depuis 5-6 ans. Et je fais tous les événements caritatifs qu'on me propose. Si je suis dispo, je le fais. Je présente aussi les galas caritatifs d'Eva Longoria. Depuis 3 ans, j'anime celui de Paris, de Monaco et de Cannes. Et donc là, c'est Global Gift Foundation qu'elle a monté avec sa meilleure amie Maria. Et elles ont une association. Et dès qu'il y a un événement climatique, tu vois, ou un tremblement de terre ou une guerre civile, etc., elles vont dans les pays, elles récoltent de l'argent, du matériel scolaire. Elles ont 2 orphelinats à Marbella en Espagne. Enfin. Et donc, elles récoltent de l'argent, elles font de la vente aux enchères pendant ces soirées-là. Des artistes donnent des œuvres gratuitement, et nous, il y a une vente aux enchères. Donc, moi, j'anime cette soirée-là. Mais ça, je le fais vraiment bien volontiers, parce que je trouve ça complètement normal. Comment elle t'a trouvé Eva Longoria ? Alors, c'est marrant, c'est par Bernard Montiel, que je connais un peu. Bernard me dit que Eva l'adore. Bref, et donc il m'a contacté, il m'a appelé, il m'a dit écoute, dans 3 semaines il y a le premier gala d'Eva à Paris. Comme il y a beaucoup d'Américains, il faudrait que moi je fasse la partie française et toi la partie anglaise. Donc le tout premier à Paris, on l'a fait tous les 2. Et ensuite, je me suis retrouvée, j'étais au Festival de Cannes et toute l'équipe a vu que j'allais être là-bas parce que je l'avais annoncé. Et donc, ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais faire Cannes aussi ? Et je dis, oui, bien sûr, avec plaisir. Et Bernard n'était pas dispo. Et du coup, maintenant, c'est moi toute seule. Donc, je fais le français, anglais. Et elle a fait son tout premier à Monaco l'année dernière. Et c'est pareil, elle m'a dit, I only want Sandy now. Donc, voilà, c'est cool. Wow. Et est-ce que tu as déjà vécu un moment peut-être gênant ou par exemple peut-être en direct et t'as fait une grosse bourde? Peut-être pas en direct à l'antenne, mais sur des gros événements de 4-5 000 personnes, j'appelle le big boss, le big CEO avec qui j'ai fait 1000 rendez-vous de conférences de rédaction et que j'ai coaché, j'ai fait du média training. Le mec, je connais par cœur, il s'appelle Jean-Michel et je l'appelle François, quoi. Tu vois, genre après 2h30 de convention et je suis là et encore merci François. Et je suis, mais sur quelle planète je suis Pardon Jean-Michel. Et là je me dis putain, la crédibilité, tu vois, je repars
à zéro. Et donc, heureusement, je fais des petites pirouettes. Et puis, à un moment, et donc, j'ai réussi à bien m'en sortir. Mais moi, je m'en veux. À ce moment-là, je m'en veux parce que je me dis, j'étais déjà, en fait, en gros, le François, c'était le CEO que j'avais la semaine suivante. Et que jusqu'au bout, j'étais pas allée, tu vois, jusqu'à. Enfin voilà, je pensais à autre chose. Donc j'ai eu ça. Oui, 2-3 fois, ça m'est arrivé. Clarisse a baigné nous. Je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai bugué sur la prononciation de son nom de famille et on est en direct, je sais plus, je crois, à la radio. Et je lui dis, baby, des nous. Et là, je me rappelle, j'ai mon mari qui écoutait et puis il m'a envoyé un petit texto. Donc j'avais comme vous, j'avais mon téléphone, etc. Et il m'a dit, je crois qu'il me l'a écrit en phonétique comme je l'avais dit. Il m'a dit bravo. Donc voilà, je dis ok. Donc ça s'est entendu. Ouais, super, j'adore. Bon, au moins il m'écoutait, tu vois, en direct. Oui, c'est vrai. Et puis sinon, non, une fois, alors moi j'ai toujours peur de faire tomber mes fiches. Donc quand je commence une 2h30, tu vois, de séminaire, j'ai une quarantaine de fiches. Tout l'ordre, ça serait tout désordonné. Ouais, elles sont heureusement numérotées. Okay. Mais un jour, j'ai trébuché sur mon talon dans un escalier. Mais je venais de lancer une vidéo. C'était pour les trophées Sportsora. Là, il y a 4000 personnes. On est au Carrousel du Louvre. Et puis, il y avait, je sais pas, cette salle, elle est bizarre parce qu'il y a des grands escaliers et puis un runway, tu vois. Et donc, au bout, je devais faire mes interviews. Et pour lancer les vidéos, après les vidéos, pour avoir le nouvel invité, il fallait que je remarche. Donc, en gros, je faisais un défilé. Dans ma tête, je là, mais c'est atroce. Je suis une nana sur talon. On me fait faire un défilé. Mais bon, les gens regardent la vidéo. Et donc là, je remonte. Il y avait genre 15 marches là. Et là, j'arrive. Je suis quasiment à la fin. J'ai quasiment terminé. Je suis peut-être à la dernière vidéo. Donc, j'ai quand même, si tu veux, donc j'avais commencé avec 50 fiches, mais je suis sur les 3 dernières. Mais j'ai toutes les autres derrière. Et donc, en fait, il fallait juste que j'arrive à trouver les 3 dernières fiches, tu vois, parce qu'on est vraiment à la fin de l'événement. Et donc, j'arrive. Et là, j'ai mon talon qui se prend dans la dernière marche. Heureusement, moi, je tombe pas. Mais là, tout le monde me voit. La salle rigole, il y a la vidéo et là je dis il me restait 30 secondes pour trouver mes 3 dernières fiches où je recevais, je crois, pour finir, c'était Tony Estanguet, j'avais une petite interview de 3 questions et là je suis là par terre avec ma jupe crayon et mes talons et je cherche mes fiches désespérément dans le noir. Voilà, donc ça a été mon petit moment de solitude, mais bon, j'ai fait une petite pirouette et je crois que la lumière est revenue, j'étais encore accroupie et j'ai dit bon, c'est les risques du métier et, ouais, ça les a fait rire, quoi. Est-ce que tu as réussi l'interview ? Ouais, alors heureusement, comme c'est moi qui l'avais écrite, voilà, encore une fois, c'est que j'ai pas retrouvé ma fiche avec l'interview, mais j'avais 3-4 questions pour Tony et comme je le connais bien, voilà, c'est passé. C'est passé. J'ai peut-être pas remercié les bons partenaires, du coup, j'en ai peut-être oublié 1 ou 2 parce que sur ma fiche, il y avait 10 partenaires à remercier à la fin de l'événement. Tu peux les remercier maintenant si tu veux. Alors je remercie. Mais en vrai, l'erreur est humaine, tout le monde bafouille au pire moment. Je suis sûre que les prêtres, ils bafouillent pendant le baptême, ils disent le mauvais prénom. Oui, bien sûr. Mais il y a un peu cet idéal peut-être de la journaliste à la télé, il faut que tout soit impec et très lisse. Et puis en plus, on est dans le milieu sportif où c'est l'excellence absolue, donc tu peux pas trop être bof à côté de quelqu'un qui a fait un truc de dingue, quoi. Ouais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la blonde qui veut faire, la grande blonde aux yeux bleus qui veut faire du journalisme, je savais qu'il fallait que je sois irréprochable. Parce qu'en plus, si je faisais des boulettes, mais alors là, déjà, je sautais très vite. J'ai le droit à une seule erreur, hein. Et puis là, on pardonne pas. Alors que bizarrement, un mec, c'est pas grave s'il donne, tu vois, une médaille ou 2, ou finalement il dit c'était les JO de 63 et pas de 64. C'est pas grave. Toi, en revanche, toi, fille, femme, je peux te dire que toi, on te ratera pas. Et donc c'est pour ça que je me fais vraiment cette promesse à moi-même de toujours arriver ultra préparée. Je peux pas. Il faut que je sois vraiment au top niveau. Et alors au top niveau sur le fond et au top niveau aussi sur la forme. Et d'ailleurs, si t'as le rhume de la mort, t'as tes règles, ton enfant a été malade toute la nuit, t'es au bout de ta life. Ça m'est arrivé tellement de fois. Comment tu fais ? Quelle drogue prends-tu le matin ? Du maquillage. Non mais je bénis le maquillage. J'ai de la chance, je suis maquillée sur chaque événement que je fais, donc je bénis la maquilleuse. Mais je suis arrivée... des nuits avec... j'ai une petite fille de 4 ans et demi, les otites, les gastro, tu vas pas dormir. En fait, tu t'écoutes même pas. On vient te chercher pour de la fraîcheur, de la bonne humeur, de l'énergie, du dynamisme, du fond. Alors le fond, moi, que j'ai mal dormi ou pas, je l'ai. J'ai écrit tout, j'ai tout sur mes fiches, je sais de quoi on parle. Mais en fait, j'ai pas le droit de m'écouter. Je me rappelle la pire... J'ai vraiment un très très mauvais souvenir, mais j'y suis allée quand même. J'animais pour la RATP un jeu type question pour un champion. On est à la salle Wagram, il y a genre 2000 personnes et j'ai 3-4 équipes avec, tu vois, des pupitres de chaque côté. Et là, j'ai eu la gastro toute la nuit. J'ai vomi 5 fois. J'arrive, j'ai le teint vert. J'ai qu'une envie, c'est d'aller aux toilettes.
Je leur dis, je suis venue, mais je sais pas honnêtement si à un moment donné je vais courir. J'avais pas le choix. J'ai dit, je n'arrive pas à arrêter de vomir. Et alors, c'est un truc de fou parce que le cerveau est bien fait. C'est-à-dire que je monte sur scène, je suis vraiment pas bien. Je te jure, j'ai demandé une bassine en coulisses. J'ai fait les 2 heures de direct. En mode warrior. Ouais, mais parce qu'en fait, tu sais, je pense que ton cerveau, c'est toi qui le modèle. C'est la survie. Et en fait, voilà. Et j'ai dit, tu sais quoi, je vais pas vomir sur scène, c'est hors de question. Je vais pas faire de galettes sur scène. Je fais le truc, je donne toute ma vie. Et ouais, 3 points pour l'équipe. Et dans ma tête, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher et mettre la tête au fond des chiottes. Je sors de scène, on me dit, waouh, putain, t'as assuré. Et j'ai couru vomir aux toilettes. Ouais. C'était. C'est incroyable. Ah ouais. En fait, quand je t'entends, t'as vraiment un comportement de sportif finalement. Ouais, parce que si eux ils ont un rhume, ils font quand même la compétition. Ah non, mais ils le font, hein. Ça, Ils attendent des JO pendant 4 ans, t'inquiète pas qu'ils y vont, hein, même s'ils ont la gastro. Hein. Dans la piscine, tant pis, ils y vont. Et c'est ça qui est terrible, c'est parce qu'en fait, ils vont, le millième de seconde, le rhume, ils te le mettent dedans, quoi. C'est-à-dire qu'ils font leur course, mais ils savent qu'ils vont pas gagner, quoi. Tu t'étouffes dans l'eau avec ton nez bouché, c'est horrible. Après des années d'expérience. D'ailleurs, récemment, il n'y a pas la patineuse artistique américaine qui disait là, j'ai raté ma compétition, j'avais mes règles, je souffrais, et c'est ça qui m'a fait rater. Ouais. Et c'est dur de se dire, il prépare ça pendant 4 ans. Et puis il n'y a pas de pitié derrière. Et il n'y a pas de pitié. Exactement comme tu disais, comme toi dans ton métier. Alors que si un homme, il avait une testicule tournée, on serait oh mon Dieu, tu vois. C'est vrai. Tu te laisses pas le choix. C'est ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est cette rigueur et faut toujours être prête, quoi, et toujours être au niveau. Est-ce que tu ressens du stress aussi ? Je suis pas stressée parce que je suis très préparée. En revanche, je ressens de l'excitation. Et ça c'est différent, en fait. C'est du bon stress, je pense, tu vois. Ça te booste. Mais j'ai hâte que ça commence. C'est-à-dire quand j'attends depuis, je suis équipée avec mon micro, l'oreillette, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Et cette excitation, elle me porte, c'est l'adrénaline, en fait. Elle me porte pendant les 2-3 heures d'antenne ou de scène, quoi. Alors, peut-être que j'ai menti, du coup, parce que je pense que j'ai ressenti une fois du stress. C'est quand ma sœur était venue à un Ballon d'Or. Et de savoir qu'en fait, quand j'ai ma famille dans la salle, je vais être un petit peu moins à l'aise, en fait, parce que je me mets un peu plus de pression. Alors finalement, tu sais, quand tu rentres sur une scène, tu les imagines tous tout nus. Non, je rigole. sauf ta famille, on est d'accord. Sauf ma famille, c'est dégueulasse. Ce qui me permet de pas stresser, surtout, c'est que je me dis, je sauve pas des vies. Vraiment. Je me dis, j'ai le droit à l'erreur. Si j'en mets une à côté, je vais me reprendre et ça sera pas grave. On n'est pas en train de sauver quelqu'un qui meurt, là. En fait, si tu te plantes, c'est surtout un peu ton image et ton ego, finalement. Exactement. Tu te rattrapes et puis tu sais quoi, et demain, tu te sentiras mieux, quoi. On enquête beaucoup en ce moment de trouver les gens qui aiment leur lundi matin. Et donc, a priori, tu en fais partie. Ah ouais, mais moi, j'aime mon samedi, mon dimanche, parce que je travaille un peu tout le temps. Donc... mais non, moi, j'adore me réveiller. Et souvent, comme j'ai des journées extrêmement différentes et des semaines extrêmement différentes, ce matin, j'ai ouvert les yeux, je dis alors, qu'est-ce que je fais ? Je dis, tiens, j'ai le podcast. Et ça m'a mis en joie. Heureusement que j'aime ce que je fais. Non, mais vraiment. Sweet. Non, vraiment, j'étais honorée que vous m'invitiez. Et c'est hyper cool. Le jour du Ballon d'Or, c'est quoi ta journée ? Comment ça se déroulait ? Tu travailles ? Alors, le jour du Ballon d'Or, on a une répétition générale avec absolument tout le monde. Donc, la régie, c'est-à-dire les caméras, les lumières, le régisseur en plateau, la script qui fait défiler notre conducteur. C'est vraiment comme si on était en direct. Donc, on fait un vrai filage, une filée, on appelle ça. Et donc ça, la filée, elle est de 14h à 16h. Avant ça, on nous laisse un peu parce qu'on finit tard, on finit vers 1h30 du matin. Donc le matin, on dort, on vient à midi, le petit resto à côté du Châtelet, on mange un morceau. Et ensuite, en place, micro, 14h, 16h, c'est les 2 heures de cérémonie. 16h, on est libéré. Et de 16h à 19h, on est dans notre loge, on écoute de la musique, on se détend, on se fait maquiller, coiffer, on s'habille. Et à 19h, on descend pour le tapis rouge. Okay. Voilà notre journée. Tapis rouge, je descends avec mon mari, Didier descend avec sa femme. On arrive, donc là, on fait toute la partie coulisses, on arrive dehors. Et au moment du tapis rouge, on nous dit « Allez, on switch !» Donc du coup, je relègue mon mari derrière avec la femme de Didier. Et Didier et moi, on traverse le tapis rouge en faisant toutes les photos sur le photocall. Après, on a 2-3 petites interviews avant, le temps de... Enfin voilà, ils ont un petit plateau avec la chaîne L'équipe, avec Messaoud et toute son équipe, Djibril Cissé. Enfin voilà, on nous demande un peu la température. Alors on dit « on est prêt ». Ça fait 6 années de suite qu'on fait ça. Et puis après, on nous met en coulisses. Et puis là, il y a une petite demi-heure d'attente, le temps que tout le monde rentre en salle. Et puis après, go. Il y a une question qu'on pose souvent dans Pod Taf et qui s'y prête bien. Fais-tu ce métier pour la gloire ou pour la fortune ?
Non, je fais ce métier pour la petite de 9 ans qui voulait faire ça, qui avait ça en tête toute sa vie et c'était le dream job. Tu disais tout à l'heure que tu as été journaliste sur le terrain avec la F1, c'est ça ? Est-ce que tu t'es retrouvée dans des situations de fou, genre, je sais pas, conduire une voiture qui va trop vite, ou je sais pas, tu as eu un autre projet journalistique, je sais pas, tu as fait du pole dance dans une montgolfière, j'en sais rien. Oh là là, mais j'ai fait tout ça. Raconte-nous. Non, mais j'ai eu un programme de voyage, donc j'ai plongé sous la glace, j'ai sauté d'un hélicoptère, j'ai dormi contre le flanc d'une montagne. Donc ça, c'était honnêtement, c'est vraiment pas le projet où je vous étais beaucoup payé. C'était une toute petite chaîne, c'était la chaîne Voyage, mais c'était le plus beau projet de ma vie. C'est une rémunération autre en fait. On est d'accord, c'était juste des rencontres, c'était de l'expérience. Donc je partais avec ma planche de snowboard à la découverte des stations emblématiques des Alpes en Europe. Donc j'ai fait toutes les plus belles stations et donc c'était breaké en 5 petits moments dans l'émission qui s'appelait Sur les Alpes perchées. Et donc il y avait une partie découverte de la montagne, il y avait découverte de l'artisanat local, il y avait la gastronomie. Donc j'ai mangé des trucs de ouf, les raclettes, les trucs. Mais il y avait aussi une partie un peu il y avait aussi le truc insolite à faire. Donc j'ai fait je sais plus 16 épisodes. Donc voilà, ça a été un truc de fou. Donc ça c'était vraiment un super beau projet. Mais donc j'ai fait des trucs un peu fous dans ma vie, mais surtout j'ai conduit une Formule électrique et j'ai eu un accident. Oh, raconte-nous là. Alors j'ai été invitée à faire le 4L Trophy. Donc c'est pas de la F1, au Maroc. Et donc j'ai fait 2 étapes avec une copine qui lisait la carte. Et moi, voilà, j'étais invitée en guest pour venir voir le 4L Trophy, ce que c'était, l'ambiance, etc. Et là, pour le coup, un peu influenceuse, faire quelques stories de l'événement. Donc j'arrive, donc la finale, la dernière étape, c'est à Marrakech. Et la Formule électrique venait de terminer. Donc nous, on arrive le samedi. C'était le jour de la course de Formule électrique avec tous les pilotes du monde entier. Et le dimanche, ils invitent 5 journalistes à essayer une voiture. Le journaliste français a eu un problème d'avion. Et donc le samedi, ils ont donc l'allemand, l'italien, le danois, le japonais et le mexicain. Mais il y a personne qui représente la France. Et donc ils ont vu sur mes réseaux que j'étais là. Et donc du coup, la nana de la com que je connais un peu me dit « Écoute Sandy, le journaliste français il est pas là. Est-ce que tu veux venir essayer une Formule électrique demain sur le circuit ?» Bien sûr. Évidemment. Je dis « Par contre, j'ai mon avion à 10h. » Aucun souci, tu passeras avant les autres. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 3 heures, mais je suis hyper excitée parce que je vais conduire une Formule électrique qui monte à 400 km/h. On arrive, on nous met en combi, on fait un briefing d'1 minute 30, on nous montre vite fait le circuit, on nous montre vite fait comment ça marche, et je pars avec la voiture. Donc je prépare bien le terrain pour vous dire que c'était pas de ma faute. Mais en fait, on me dit tu as droit à un tour et un tour lancé. C'est-à-dire qu'une fois, donc tu sors de la ligne des stands, tu fais un tour et après tu es déjà sur le circuit et au lieu de rentrer dans la ligne des stands, tu continues pour un deuxième tour. En mode à fond les ballons. Là, je la prends. Dans la ligne droite, je monte à genre 320. Et tu te rends pas compte parce que tu es très bas dans la voiture. Et en fait, vraiment, tu te rends pas compte. Et c'est juste en regardant, je vois, putain, je suis à 320. Donc bon, je ralentis un peu. Mais je me suis dit, j'ai une bagnole qui vaut quand même 15 millions d'euros dans les mains, tu vois. Donc je fais mon petit tour et ça va quand même assez vite. Et je sais pas où est-ce que j'en suis, si j'ai déjà fait mon deuxième tour ou pas. Et au moment où j'arrive, en fait, il y a la ligne des stands qui part à gauche et la ligne droite en face de moi. Et juste cette petite réflexion dans ma tête où je me dis, j'en suis où ? Et en fait, j'ai perdu le contrôle de la voiture. Je roulais pas très vite parce que je sors d'un virage, je suis à 90 et en fait tu vois que ma tête elle remonte juste avec la GoPro et là j'ai perdu le contrôle et j'ai tapé le mur. Oh my god, ça aurait pu être super grave. Ça aurait pu être grave, j'aurais pu me faire très mal, mais j'étais à 90 extrêmement harnaché, vraiment ça me faisait tellement mal, tellement il m'avait serré. J'ai tapé le nez et donc je suis partie en toupie comme ça et là tu vois en fait sur la GoPro, tu vois mes épaules qui se baissent et je me dis what the fuck. J'ai niqué la voiture quoi. Et là, j'ai eu un accident. Non. Je pense qu'il y a 5 autres gugus qui sont avec leur combinaison, leur casque et qui attendent de faire le tour. Et que moi, j'ai niqué la bagnole. Et là, elle ne redémarre pas. Il y a drapeau rouge. Les mecs qui font ça, session terminée. Donc je la remets en route, mais je suis à l'opposé de la piste. Je pars et j'ai embouti tout le nez de la bagnole. Donc j'ai toute la carrosserie et ça fait... Et je suis à 2 km/h. Je remonte, du coup, je fais le tour. Je remonte toute la ligne des stands avec tous les mécanos de la veille qui rangent les box et les garages. Est-ce qu'ils ont tous leurs mains comme ça? Ils ont tous fait ça. Ils ont fait la main. Et le truc, c'est qu'on voit mes cheveux blonds qui sortent du casque, la blonde qui sait pas conduire. Et ça a été pire que tout encore.
que l'accident lui-même. Et je me dis ça, je ne nous fais pas de bonne presse, tu vois. Ils sont pas venus me voir. Ils étaient tous tellement dégoûtés. Ils m'ont laissé 10 minutes. Et moi, je me suis mise avec l'accident après, en arrivant. Donc là, ils m'ont tous regardé, genre extrêmement énervés. Les 5 journalistes font demi-tour, ils partent. Il n'y en a pas un qui me demande si ça va. Mais c'est horrible, Sandy, ce que tu racontes. Et au bout de 10 minutes, et on voit à la cobro qu'il se passe 10 minutes. J'étais là, mais c'est pas dans ma tête. Il y a bien, parce qu'ils me l'ont envoyé après les images. Et on voit que pendant 10 minutes, il n'y a personne qui me demande comment ça va. Mais c'est un monde un peu cruel quand même. Ah bah, surtout dans l'automobile. Surtout dans l'automobile. Et ils sont venus me voir. Et il y a le mécano qui fait You're right. Je dis. Et là, le fait qu'il me demande, je me suis mise à pleurer. Bah, et là, j'ai fait I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. Et je ne fais que dire ça pendant 1 minute 30 au moment où j'ai encore le casque. Il fallait que ça sorte, quoi. Ouais, surtout, moi, je me suis dit que j'allais payer, mais heureusement, on avait signé des décharges et tout. Non, mais là, il y en avait quand même pour, je crois, 700 000 euros. Mais j'ai quand même demandé, do I have to pay? Le gars me dit, non, t'as signé des décharges. Mais il était dégoûté, tu vois. Je dis, ok. Et là, il y a quand même un mec qui a été sympa. Je suis en train d'enlever ma combi, mais il s'était passé peut-être au moins une demi-heure, le temps que j'enlève tout, le casque, le machin. Je suis en train de me changer, je sors et je lui ai dit I'm so sorry, tu vois. J'ai les yeux tout rouges, il voit que j'ai pleuré et il me dit allez, vas-y, t'inquiète. L'année dernière, on a eu Orlando Bloom, on a mis la voiture à la casse. Mais bon, c'est Orlando Bloom, hein, c'est pas Sandy River. T'es trop jeune pour être à la retraite et en même temps, combien de temps ça va durer, combien de temps ça peut durer avec les standards qu'il y a et c'est quoi l'après en fait. Je sais que j'ai 10 ans et après je suis finie. Et ça me va en fait parce que je suis en train de penser à l'après. Je regarderai ma carrière en disant que j'ai adoré ce que je faisais, mais après un peu place aux jeunes, la jeunesse, la fraîcheur, tant physique que mentale. Enfin, je pense que voilà, moi dans 10 ans c'est terminé. Et qu'est-ce que tu voudrais faire? J'ai fait une formation récemment d'Eki Coaching. Donc c'est du développement personnel à travers le cheval. Donc j'ai fait beaucoup d'équitation et j'ai voulu remettre le cheval dans ma vie et donc j'ai fait cette formation et donc ça c'est déjà préparer un peu l'avenir, hein, préparer l'après. Je sentais que j'avais besoin du cheval maintenant, mais voilà, tout en réfléchissant intelligemment à comment il pourrait revenir et pas juste tu vois remonter bêtement. Moi ce que j'aime c'est le contact avec le cheval et tout ce qu'il peut nous apporter. Et je pense que moi qui fais déjà du média training, média coaching pour que les personnes excellent ensuite tu vois dans leur prise de parole, dans leur métier, etc. Je me dis peut-être que grâce au cheval, je peux peut-être faire ensuite donc de la formation et du développement personnel ou du développement leadership business à travers le cheval qui est vraiment un outil extraordinaire. Et c'est un métier d'image, donc je pense que j'ai à 50, 52 piges, c'est fini. Et dans l'authenticité, grâce aux réseaux sociaux, moi je suis en train d'aller sur un autre terrain qui est la prise de parole sur la PMA. Parce que ça fait 2 ans que j'essaie de faire un deuxième bébé, et que je galère parce que j'ai 42 ans et que c'est tard pour faire un enfant. Mais je suis dans ce combat-là, dans la normalisation de faire des bébés après 40 ans. Et grâce à mes réseaux sociaux qui ne sont pas juste finalement ma vitrine de boulot, mais sur la PMA, je me dis qu'il y a un vrai truc à faire, puisque c'est un vrai tabou encore aujourd'hui. Et donc, avec ma petite notoriété, j'essaie de faire bouger les mentalités. Et c'est pas évident. Il y a encore des aberrations dans le parcours des femmes en France, où on nous pousse à aller en Espagne parce qu'on fait pas de recherche chromosomique. C'est des mois d'attente. Et donc ça, c'est un sujet qui est très important pour moi en ce moment. Et je suis heureuse de pouvoir avoir cette vitrine, de pouvoir avoir cette tribune, en fait, de pouvoir essayer de normaliser le combat. Et je pense que je fais du bien aux gens. Et ça fait du bien. Donc moi, c'est vrai que souvent, quand je dis, oui, j'essaie de faire un bébé depuis 2 ans, je suis en PMA, j'ai les gros yeux qui s'ouvrent devant moi. Et parce qu'elles sont étonnées que j'en parle aussi librement. Et en fait, c'est comme ça que ça va pouvoir être normal et que ça sera un bébé comme un autre, quoi, tu vois. Mais ça choque toujours un peu. Voilà, pareil, moi je pensais être enceinte et il y a 4 jours j'ai eu mes règles, donc ça a été très compliqué. Donc je suis dans une période vraiment un peu triste. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris la parole et donc j'avais fait beaucoup de soirées un peu mondaines, tu vois. Il y avait la Fashion Week, j'ai fait des trucs un peu cool, c'était sympa, tu vois. Et on me voit rire, sourire, etc. Et en fait, le lendemain, c'était le lendemain d'une grosse soirée où j'ai fait des défilés, etc. C'était mon fameux test de grossesse précoce, tu vois, 4 jours avant les règles. Et il y avait écrit pas enceinte, quoi. Et là, je suis passée de là, tu vois, à j'étais sous terre. Et je me suis dit, tiens, je vais le mettre. Parce qu'en fait, si moi je suis déçue aujourd'hui, il y en a plein d'autres aujourd'hui qui sont déçus. Et je veux dire, vous n'êtes pas seuls. Et c'est le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux, sur une page, quelque part? Alors, mon actu, c'est que je suis co-animatrice de The Bridge avec Aurélien Chouamini, donc émission à retrouver sur YouTube, où on reçoit des artistes, des entrepreneurs, des sportifs. Donc voilà, ça sort 1 fois par mois, et donc ça, on apprend plein de choses. Donc voilà, ça, c'est vraiment mon actu média.
Et puis après, vous me retrouvez peut-être dans votre entreprise sur scène si vous faites des événements. Et sinon, voilà, sur mes réseaux sociaux, c'est Sandy Ribert sur Insta. Dernière question. Si tu pouvais découvrir un métier dans un prochain épisode de PodTaf, n'importe lequel, ce serait quoi ? Astronaute. Et j'adore Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, est-ce que tu peux nous contacter, s'il te plaît ? Le message est passé et je viendrai écouter. Sandy, c'était trop génial. Merci à vous pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Et pour vous qui nous écoutez, on adore les défis à PodTaf. Si vous avez un métier que vous aimeriez nous faire découvrir ou que vous voulez qu'on vous fasse découvrir, écrivez-nous sur notre boîte mail podtaf.lepodcast@gmail.com ou via nos comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode de PodTaf, le podcast qui te fait découvrir les métiers. Quel est ton métier ? En fait, j'ai aucune idée de comment ils font ce métier. Ça tourne ! PodTaf, PodTaf, PodTaf. Tu parles si bien, sans filtre. On dit tout. C'est nous. Coupé !